Bonsoir Laurent Wauquiez, merci Bonsoir. de réserver votre première réaction aux annonces d'Emmanuel Macron à BFM TV. Vous présidez le parti Les Républicains, vous êtes le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous propose d'écouter avec moi deux réactions qu'on a eues déjà, depuis hier soir, de membres de votre parti. Et je vais vous demander évidemment ce que vous avez pensé vous-même et ce que vous pensez faire. Est-ce que vous voulez demander aussi aux députés des Républicains? Écoutons. Il y a un catalogue de mesures. Je pense qu'Emmanuel Macron a fait ce qu'il pouvait essayer de faire compte tenu je dirais, des marges de manœuvre budgétaires. Il a essayé de faire un timide mea culpa. Franchement, je vais être très sincère, j'ai pas été déçu. D'abord, Emmanuel Macron n'est jamais aussi bon que lorsqu'il fait de l'anti-Macron. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'il a porté, incarné ces 18 derniers mois. Et si nous nous plaçons du côté des Français, et c'est ça qui compte, alors ce soir, il y a, pour une fois, une victoire pour les classes moyennes, pour les territoires, pour la France oubliée. Alors voilà deux personnalités des Républicains qui disent d'une certaine façon Macron a fait ce qu'il a pu, Macron a fait ce qu'il fallait. C'est votre avis? Je reviendrai sur le détail des mesures. Mais moi, il y a un point qui m'a manqué. Quelque chose que je considère comme essentiel et sur lequel hier, le président de la République n'a rien dit. Il a annoncé des mesures, des primes pour 10 milliards d'euros. Il n'y a pas quelque chose qui vous a marqué? Pas un mot sur le financement. Pas un mot sur des mesures d'économie sur le gaspillage de l'argent public. Et ma crainte, qu'est-ce que c'est au fond? C'est que les primes d'aujourd'hui, ce soit les impôts de demain. Ce ne sont pas des primes, il y a un certain nombre d'augmentations. Les primes, les mesures. Ma crainte, c'est que les mesures annoncées aujourd'hui fassent les impôts de demain. Qui finance? Qui paye? S'il n'y a pas de réelles économies sur la dépense publique, ce sont les Français qui payeront. Et ma conviction, puisque vous me demandez mon avis, c'est que la seule façon de redonner durablement du pouvoir d'achat aux Français, c'est baisser la dépense publique pour pouvoir baisser les impôts et les taxes. Ce qui m'a manqué hier, c'est ça. Il n'y avait rien, aucun élément de clarification. Et donc je voudrais être sûr que plus tard, ce ne soit pas les Français qui payent. Alors je reviens quand même du coup dans le détail. On écoutait à la fois Guillaume Pelletier, Julien Aubert, mais il y a aussi Éric Woerth, il y a aussi d'autres personnalités, Nadine Morano, enfin plusieurs personnalités des Républicains qui ont dit finalement, ou qui laissent entendre et qui disent, il a donné ce qu'il fallait. Qu'est-ce que vous répondez? Comment avez-vous réagi? Vous l'avez entendu, vous l'avez écouté? Qu'est-ce que vous a dit? Vous savez, il y a C'est trop dur de dire, il a fait ce qu'il fallait, avec retard, avec peut-être trop tard, mais c'est trop dur de le dire? Pas du tout. Si vous me demandez sur la défiscalisation des heures supplémentaires, ça fait un an qu'on se bat pour que ce soit mis dedans. Si vous m'interrogez sur l'annulation de la CSG sur les retraités pour 2019 seulement, ça fait un an que sur votre plateau, ici même, j'avais dit c'est trop dur pour les retraités modestes. Et donc j'ai pas deux discours. Le fait qu'il y ait des mesures pour lesquelles on s'est engagé qui arrivent, je dis tant mieux, et enfin. Mais je ne peux pas non plus faire semblant qu'il ne s'est rien passé depuis un an. Je ne peux pas faire comme si tout ceci arrivait maintenant à point nommé. Il y a un an, on a plaidé pour ces mesures. Qu'est-ce qu'on a eu? Du mépris. Il y a eu en mai une pétition des Français. Quelle a été la réponse du président de la République? Du mépris. Le 17 novembre, la manifestation était pacifique. Qu'est-ce qu'il y a eu? Une absence totale de prise en considération. La réalité... Et vous n'avez pas trouvé que son ton avait changé hier, ou qu'en tout cas il prenait conscience que peut-être, il l'a dit, j'ai pu blesser certaines personnes? Mais c'était insuffisant, ce mea culpa en quelque sorte. Non, c'est pas du tout ça ce que je dis. Qu'il ait voulu hier corriger ses erreurs, tant mieux. Je n'en enlève rien, sauf cette interrogation fondamentale, qui payera? Mais enfin, ça n'est pas venu tout seul. Qu'est-ce qu'il a fallu attendre? La réalité, c'est qu'il a fallu qu'il y ait des violences dans le pays pour que le président écoute enfin, réponde et bouge. Vous me demandez mon sentiment hier, je trouve ça triste. Que dans notre pays, pour que le président de la République entende, il faille des violences. C'est pas ma conception de ce que doit être le fonctionnement de la République. Et en l'écoutant, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il y a un an, il nous a pas entendus? Pourquoi est-ce qu'il y a un an, quand on a plaidé pour ces mesures qui aujourd'hui sont reprises, il ne l'a pas entendu? Comment vous les financeriez, vous?
concrètement, puisque vous dites comment va-t-il les financer finalement, sur quoi est-ce que vous baisseriez les dépenses? Puisque on se souvient du programme de François Fillon que vous aviez appuyé, puisque vous étiez dans sa campagne. Il y avait la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un programme comme celui de François Fillon, après ce qu'on vient de vivre, serait même audible, acceptable, même imaginable? Mais d'abord, permettez-moi de vous le dire, je le fais. Je ne me contente pas de le penser ou de le dire, je le fais. Vous avez rappelé que je suis président d'une région, Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ma région, et je vais quand même le dire et ensuite je répondrai sur le fond. Oui, mais vous savez très bien que dans une région, on n'a pas les mêmes prérogatives que pour l'État au niveau des dépenses. Mais pardon, Madame Routel-Krief, c'est beaucoup trop facile. Mais oui, mais c'est aussi très facile de le dire. Mais pas du tout. Pourquoi? Pas la même chose. Si tout le monde s'astreignait à faire des économies, si chaque maire s'astreignait à le faire, si chaque président de département, si chaque président de région, si chaque ministre, vous pensez pas que ça irait un peu mieux? Donc c'est ce que vous dites. Attendez. Vous dites donc ce soir au maire de faire des économies. C'est ce qui a été demandé par le gouvernement et c'est ce qui a été très difficile à faire passer, non? Mais le sujet n'est pas là. Le sujet est que là où on a maintenant des élus beaucoup plus responsables, on a un État qui est resté impécunieux. Pourquoi est-ce qu'on en est dans cette situation avec Emmanuel Macron? Mais c'est parce qu'il n'y a eu aucune économie sur la dépense publique. Vous m'interrogez, je veux pouvoir répondre clairement. J'ai demandé et on a travaillé au sein des Républicains avec Éric Woerth et Guillaume Larrivé. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Sur un plan d'économie sur lequel on est prêt à s'engager, de 20 milliards d'euros, dans lequel on dit, voilà, nous on s'engage à faire des économies sur l'instruction administrative des retraites, l'alignement des régimes du public et du privé, le fait de fusionner les aides sociales pour qu'il n'y en ait plus qu'une et qu'elles soient plafonnées à 75% du SMIC, s'engager pour que l'accès à notre système de protection sociale soit conditionné pour les étrangers à 3 années de cotisation sur le sol français. Et on a détaillé ces mesures. Je suis prêt à ce qu'on travaille avec le gouvernement dessus. Parce que, et c'est vraiment ce que je veux que vous compreniez, ce qu'a fait hier Emmanuel Macron, il a corrigé des hausses de taxes que lui-même avait décidées. La solution pour le pays, c'est d'être capable de rendre l'argent aux Français. Et pour ça, il y a une seule méthode pour y arriver. Vous voulez le faire durablement, il faut accepter de baisser la dépense publique pour pouvoir rendre de l'argent. Tout le reste, c'est construire sur du sable. Laurent Wauquiez, une fois vous êtes venu sur mon plateau, vous aviez eu des déclarations devant l'école de commerce de Lyon qui avaient été critiquées. Vous êtes venu, on en a parlé. Vous aviez reconnu peut-être certains écarts, vous en aviez assumé d'autres. Il y a eu des accusations contre vous d'une forme d'irresponsabilité. Cette fois-ci, elles reviennent, ces accusations d'irresponsabilité, pendant la crise de ces gilets jaunes. Et moi, j'ai une question très claire. Vous êtes président du parti Les Républicains. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été un homme d'État pendant cette crise? Vous savez, cette crise a secoué tout le monde. Tout le monde. Elle a secoué la classe politique, elle a secoué les journalistes, elle a secoué les Français, tout le monde. Qui peut prétendre avoir eu le bon comportement? Qui peut prétendre, dans cette période, ne pas avoir commis d'erreur? Je vais vous dire ce que j'ai essayé de faire. D'abord, moi, je n'ai jamais insulté les Français. Jamais. Vous ne trouverez jamais de paroles de mépris dans ma bouche pour les Français et la France qui travaille. Et ça, c'est quelque chose qui compte pour moi. Je respecte les gens qui se sont exprimés. Ensuite, vous les respectez tellement que vous avez endossé le gilet jaune. Bien sûr. Et vous l'avez oublié, puis vous vous en êtes souvenu. Madame, de ce point de vue, j'ai toujours soutenu ce mouvement. Je ne renie rien du soutien que je leur ai apporté. Rien. Pourquoi? Parce que j'ai toujours considéré que c'était la France qui travaillait. J'ai toujours considéré que c'était des Français qui étaient assommés par les taxes et les impôts. Et j'ai toujours pensé que ça, c'était respectable. Et donc, mon soutien, je l'ai apporté dès le début. Je suis allé à leur rencontre de multiples fois, tout au long de ces semaines, pour essayer de comprendre, de discuter, d'échanger. Et quelle est la leçon? Il y a beaucoup de leaders politiques qui l'ont fait, il y a beaucoup de députés qui l'ont fait. Évidemment, les journalistes l'ont fait, c'était leur travail. Oui, et vous savez ce que je pense, puisque vous m'interrogez dessus. C'est que ce qui était un comportement digne, et qui aurait été le bon comportement du président de la République, c'était de le faire dès le début. Ça n'était pas d'attendre les violences. C'était de répondre immédiatement. Vous pensez que le président aurait dû parler avec des gilets jaunes dès le début? Je pense qu'il a manqué profondément une compréhension. Il a manqué du respect. Il a manqué une écoute. Et je vous le redis, je suis triste qu'il ait fallu des violences pour arriver à ça. À propos des violences, Laurent Wauquiez, est-ce que vous, l'héritier du général de Gaulle, puisque vous représentez cette famille politique, n'est-ce pas? Est-ce que vous
vous avez le sentiment que vous avez suffisamment protégé les institutions de la Ve République? Est-ce que vous êtes suffisamment mobilisé pour condamner les violences ou pour les prévenir? Parce qu'il y a eu quand même dès le 1er décembre des situations extrêmement violentes dans Paris. Je vous ai interrogé, j'étais en plateau, je vous ai posé la question, vous étiez dans votre région et je vous ai demandé si vous condamniez les violences et vous avez dit elles sont le fait du gouvernement. Dans le même temps, Marine Le Pen disait « Chers Gilets jaunes, rentrez, quittez les Champs-Élysées car il faut que la police fasse son travail ». Je me suis demandé pourquoi vous n'avez pas dit, et vous n'avez pas prévenu, et vous n'avez pas dit aux Gilets jaunes, mais attention, c'est dangereux, ne vous mêlez pas aux casseurs. Non, enfin là, pardon, mais de grâce, pas de faux procès, pas de mauvaise foi. Dès le début, dès le 17 novembre, j'ai appelé à ce que le mouvement soit très attentif aux dérives sur la violence. Dès ce moment-là, j'ai dit attention, tout ce qu'attend le gouvernement, c'est précisément qu'on soit altéré par la casse, qu'on soit altéré par le pourrissement du mouvement, avec une constance totale. Systématiquement, j'ai toujours plaidé en disant attention, mon parti ne pratiquera jamais la politique de l'extrême et du pire, jamais. J'aimerais bien que, plutôt que de regarder dans le rétroviseur, on s'interroge sur demain. Parce qu'il y a la question de maintenant de se demander comment est-ce qu'on sort de la crise. Et c'est là où la responsabilité d'un élu et d'un homme politique se mesure. Mon souhait est que samedi prochain, il n'y ait pas de manifestation. Je connais ce mouvement, je l'ai soutenu et je vous l'ai dit. Je sais que ce sont les Gilets jaunes qui décident et je sais qu'ils ne prennent pas d'instruction d'un parti politique ou d'un syndicat. Et je ne peux pas rester silencieux. Quand on a vu petit à petit, samedi après samedi, y compris chez moi, la France s'abîmer. La préfecture du Puy-en-Velay attaquée, chez vous. Parce que ce que je pense, c'est qu'on ne construira rien sur ces décombres. Les difficultés sans nom des commerçants en ce moment, les attaques contre les forces de l'ordre, les destructions contre les bâtiments publics que j'ai toujours dénoncées, on ne peut pas construire sur le chaos. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, je vois bien les extrêmes qui poussent jusqu'au bout. Et je vois bien la facilité qu'il y a à faire cela. Ça n'est pas le discours que je souhaite tenir. Je le dis, mon souhait est que samedi, il n'y ait pas de manifestation. Parce que je considère qu'on a une autre responsabilité. Je considère que notre responsabilité, c'est l'intérêt de la France. Vous me l'avez demandé. Est-ce que je suis convaincu par Emmanuel Macron? Non. Est-ce que je considère que les mesures qu'il a mises sur la table répondent à tous les sujets? Sûrement pas. Mais il y a quelque chose de plus important. Tous, faire en sorte qu'on arrête d'abîmer la France. Et c'est là, et c'est sur cette question, que se mesure notre capacité à être à la hauteur et au rendez-vous. Vous m'interrogez, je vous le dis, je pense que samedi, il ne faut pas qu'il y ait de manifestation. Et il faut qu'on puisse retrouver un dialogue qui soit serein. Que ça permette d'améliorer les mesures, que ça permette de corriger les erreurs, que ça permette une vraie sortie de crise. C'est là-dessus que je m'engage. Vous avez beaucoup critiqué Emmanuel Macron pour avoir entendu trop tard. Mais j'ai envie de vous dire, et vous, cet appel au calme, cet appel à la raison que vous lancez là ce soir, est-ce qu'il n'est pas aussi un peu tard? Mais il n'y a pas pire qu'un sourd qui ne veut pas entendre. La semaine dernière déjà, j'ai lancé cet appel au calme. Jeudi, vendredi avant. Non, pas du tout. Mardi, j'ai lancé un appel au calme. On a réuni la totalité de la famille des Républicains. Nous sommes le seul parti politique à l'avoir fait à ce moment-là dans les partis qui étaient d'opposition. En disant tous dès mardi, attention, stop. Il faut arrêter l'engrenage de la violence. Nous l'avons fait ensemble avec Gérard Larcher, avec Christian Jacob, en commun avec Bruno Retailleau, avec une logique commune. Le Parti des Républicains n'a jamais confondu. Nous ne croyons pas au chaos. On ne croit pas au désordre. Et j'ai toujours redouté que ce mouvement puisse mener à cela, parce que j'ai toujours pensé que c'était la meilleure façon de les affaiblir, et donc le pire. Donc ma ligne est toujours la même. On a un problème de fond dans notre pays. Ce problème de fond, c'est trop de dépenses publiques et donc trop d'impôts. Les réponses apportées hier, elles ne répondent pas à la question centrale qui finance. C'est cette question qu'il faut répondre. Mais après, quelles que soient les limites, quelles que soient les lacunes, il faut tourner la page de la violence. Il faut arrêter cet engrenage. Votre parti a depuis plusieurs semaines lancé une polémique autour du pacte de Marrakech, le pacte de l'ONU sur les migrations. Et c'est vrai qu'il y a des termes assez excessifs qui peuvent paraître excessifs, puisque Éric Ciotti ou d'autres disent que cela met en cause la souveraineté de la France, alors même que ce pacte, qui effectivement veut réguler les migrations dans le monde, n'est théoriquement pas
contraignant pour la souveraineté française. Alors est-ce que vous n'essayez pas de déplacer le problème et aussi de courir ou de devancer ou de courir après Marine Le Pen sur cette question et de transformer les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes en une autre forme de protestation sur l'immigration qui n'est pas apparue dans la protestation des Gilets jaunes? Et enfin, est-ce que dans ce pays, on peut poser des débats sans qu'on soit immédiatement accusé de polémique ou de récupération? Est-ce que oui ou non, la question de l'immigration est une question importante? Oui. Est-ce qu'elle mérite d'être traitée et que les Français puissent décider eux-mêmes sans qu'on leur impose les décisions? Évidemment. Est-ce qu'il est normal qu'on s'apprête à ratifier un pacte important de l'ONU à Marrakech sans qu'il n'y ait même eu un débat comme nous l'avons demandé au Parlement? Qu'est-ce qui me gêne dans ce texte? D'abord, la première chose, c'est un texte qui encourage l'immigration. L'article 21 du texte dit très clairement qu'il faut développer les filières d'immigration et faciliter le regroupement familial. Je vous le cite si vous le souhaitez. L'objectif est de développer et de diversifier. Il y a tous les articles. Moi, je pourrais vous les citer, la totale. On peut pas. Mais il faut que les gens lisent la totalité. Et qu'on ait un débat. Et voilà. Comme la je totalité de ce texte. Parce que sinon, article contre article ou article sur article, c'est compliqué. Mais vous voyez bien que c'est précisément ce pourquoi je plaide. Et ça montre à quel point on a besoin de la nécessité d'un débat serein, posé, où les arguments peuvent se confronter, mais pas sous le tapis. Pas comme on cherche à le faire. Deuxièmement, j'ai entendu votre argument que je trouve, pardon de le dire, un peu extraordinaire. On nous dit, mais c'est pas grave s'il y a des choses terribles dans ce texte, parce que de toute façon, il n'est pas contraignant. Mais quel argument étonnant! De deux choses l'une, ou ce texte n'a pas de portée juridique, et alors il est inutile. Ou à terme, il aura une portée juridique, et alors il est dangereux. Et dans les deux cas, je recommande de ne pas le signer. Il y a autre chose que je n'aime pas dans ce texte, c'est qu'il repose foncièrement sur une idéologie qui est multiculturaliste. Moi, je ne crois pas à ça. On a eu ce débat parfois. Moi, je crois à l'intégration républicaine. Je crois à la lutte contre le communautarisme. Je crois au refus de l'intégrisme. Et donc, ce texte correspond à des idées qui ne sont pas les miennes. C'est pour ça que je demande que la France n'y apporte pas son soutien lors du vote qui aura lieu à l'ONU. Merci beaucoup. Merci Laurent Wauquiez d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Et je note que vous avez demandé qu'il n'y ait pas, vous souhaitez qu'il n'y ait pas de manifestation ce samedi et que vous vous insurgez contre toute forme de violence. Merci.